Beaucoup, Monsieur le Président. Bien évidemment, avant tout, je tiens à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir convié, tout en précisant que c'est la seconde fois que je viens à l'Université d'Orléans, puisqu'il y a un an, quasiment jour pour jour, je participais à un colloque sur les drones militaires, ce qui est évidemment un tout autre sujet. Ceci étant dit, donc, je vais évoquer la question d'intérêt général et de la propriété publique. Alors l'intérêt général, mais ça a été évoqué par mes collègues, l'intérêt général est un élément fondamental du droit public, et plus précisément du droit administratif. Il y a quasiment une impossibilité de parler de droit administratif sans parler en même temps de l'intérêt général. Si on se limite à la question de la propriété publique, là aussi, et ce n'est pas étonnant, l'intérêt général a un rôle qui est considérable puisque l'intérêt général va fonder le régime juridique du domaine public, de ce qu'on appelle la domanialité publique. Il va en effet, l'intérêt général, permettre de distinguer la domanialité publique d'un côté et la domanialité privée de l'autre côté. L'intérêt général a en revanche aucune utilité pour distinguer propriété publique et propriété privée. En effet, vous me permettrez simplement pour les auditeurs qui ont fait du droit administratif il y a de très nombreuses années et qui ont choisi la voie plus obscure du droit privé, que le domaine public et le domaine privé ne se distinguent pas par rapport à la propriété, car ils sont tous les deux propriété publique, mais qu'en revanche, la distinction est fondée sur l'intérêt général. Le domaine public, bien public, affecté à l'intérêt général. Le domaine privé, bien public, mais non affecté à l'intérêt général. Pour autant, en vous disant cela, il faut tout de suite souligner qu'il y a un phénomène d'infléchissement au rôle essentiel de l'intérêt général pour distinguer domaine public et domaine privé. Infléchissement, mais en même temps, il y a toujours, en droit administratif, résistance. Infléchissement tout d'abord parce que la notion d'intérêt général, et pour simplifier les choses, je cite le doyen Vedel, comme ça il n'y a plus de discussion possible. La notion d'intérêt général est floue, est incertaine, ça facilite énormément notre tâche pour réfléchir à cette évidemment grande difficulté que de définir l'intérêt général. Incertitude, et la preuve en est, le Code général de la propriété des personnes publiques adopté en 2006 reflète cette incertitude. Auparavant, domaine public, c'était le domaine immobilier, le domaine mobilier, il n'y avait pas de distinction. Avec l'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques, on distingue les critères du domaine public immobilier de celui du domaine public mobilier, ce qui signifie bien qu'il y a un intérêt général différent selon qu'il y ait meuble ou immeuble. Et même au sein du domaine public immobilier, il y a une sous-distinction. Le domaine public immobilier affecté à l'usage direct du public se suffit à lui-même, alors que le domaine public immobilier affecté à une mission de service public ne se suffit pas à lui-même. Il faut par ailleurs un aménagement indispensable, là aussi preuve de l'infléchissement de l'intérêt général. Autre élément d'infléchissement, c'est en matière de définition du domaine public législatif. Là aussi, le Code général de la propriété des personnes publiques a déterminé des éléments publics qui constituent soit du domaine privé, soit du domaine public, mais plutôt du domaine privé, quand bien même ils sont, au regard des critères autres généraux, entrant dans le domaine public ou le domaine privé. Exemple, les chemins ruraux ou les forêts sont considérés comme des éléments du domaine privé, alors qu'ils sont bien affectés le plus souvent à l'intérêt général. Mais il y a résistance, mesdames et messieurs, parce que il y a en même temps le rôle de l'intérêt général comme insertion de règles de quasi-domanialité publique pour des biens privés. C'est le cas des biens des domaines publics qui étaient utiles pour les missions des établissements publics. Or, certains de ces établissements publics ont fait l'objet de ce qu'on appelle en droit public économique de sociétisation. Ils sont devenus établissements publics puis sociétés anonymes, mais ils conservent leur mission. Comment faire pour que les équipements demeurent protégés par rapport à la mission à laquelle ils contribuent? Eh bien, en insérant des règles de quasi-domanialité publique, interdiction de cession ou avec une autorisation, interdiction de droit réel, etc., etc. Alors, au final, ces mouvements
d'infléchissement et en même temps de résistance pour ce qui nous intéresse dans cette thématique, en fait, révèle un autre sujet. C'est que, fondamentalement, depuis le début, dans l'histoire de ce qu'on appelle la propriété publique, l'existence même de la propriété publique, du droit de la propriété publique, a été contestée. Désormais, nous sommes plutôt dans des réflexions sur le contenu du droit de la propriété publique. Or, pour réfléchir à ce point, il y a nécessairement la question de l'intérêt général. Parce que l'intérêt général va arriver en confrontation avec la question centrale, y a-t-il propriété publique, au sens de y a-t-il un droit de propriété publique, et si c'est le cas, est-ce qu'il a un contenu aussi, je dirais, commun que celui du droit de propriété privée. Alors voyons dans un premier temps l'intérêt général comme un facteur de valorisation de la propriété publique, et puis ensuite l'intérêt général comme facteur de fragilisation de la propriété publique. Sur la question de la valorisation de la propriété publique, nous allons voir en effet que l'intérêt général est un facteur d'adaptabilité pour le propriétaire public et que ensuite l'intérêt général est un facteur de primauté de la propriété publique. Facteur d'adaptabilité, le principe de précarité. Le principe de précarité est un principe essentiel en matière de domanialité publique. Cela permet, pour faire très simple, d'octroyer aux propriétaires publics le pouvoir de refuser le renouvellement d'une occupation privative du domaine public, ou même pire, de décider l'interdiction, enfin pardonnez-moi, l'abrogation, c'est le bon terme, l'abrogation ou la résiliation d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Pour quelle raison? Quel est l'objet finalement de ce principe de précarité? C'est de permettre à la personne publique propriétaire d'aménager l'affectation du domaine public si l'intérêt général a évolué et nécessite de mettre fin à l'occupation privative au profit éventuellement d'une autre occupation privative du domaine public. Et à ce titre, Delobadaer a réfléchi dans sa thèse de 1935 sur l'utilisation de la voirie publique, a révélé et a relevé que, originellement, le droit domanial en matière routière était avant tout fondé sur un enjeu de police et progressivement a évolué sur un enjeu de valorisation. L'intérêt général dans les deux cas, mais il a évolué dans sa finalité. L'intérêt général comme facteur en même temps de primauté du propriétaire public. Et là encore, on retrouve la précarité. On retrouve la précarité au sens où la personne publique, et là nous ne verrons pas l'objet, mais les pouvoirs. Le pouvoir de précarité permet à la personne publique, comme je vous l'ai dit précédemment, donc je ne le développerai pas, de décider d'abroger l'autorisation du domaine public ou de résilier l'autorisation du domaine public. Mais plus en avant, cela octroie également un pouvoir de contrôler notamment pardonnez-moi, je vais le dire différemment, cela permet à la personne publique, autre domaine, à la personne publique, en matière de baux emphytéotiques administratifs et d'autorisation constitutive de droit réel, à la personne publique de contrôler les conditions de délivrance des hypothèques aux bénéficiaires des droits réels. Pour quelle raison? C'est pour s'assurer que la constitution de droit réel dans le cadre du bail emphytéotique administratif ou d'autorisation constitutive de droit réel, ces hypothèques, qui sont donc l'élément constitutif de droit réel, eh bien, sont bien destinées à financer les équipements qui vont avoir lieu, qui vont être réalisés dans le cadre de ce bail emphytéotique administratif. L'assurance que l'intérêt général est garanti avec d'éventuelles hypothèques. Autre exemple en matière de domaine privé. Sur la gestion du domaine privé, que je n'ai pas cité pour le reste de mon propos, et c'est donc inutile de bien montrer que c'est non seulement le domaine public, mais également le domaine privé qui est concerné. En matière de gestion du domaine privé, le principe, c'est que les actes relèvent du droit privé. Or, dans le droit privé, c'est un élément, en tout cas chez les publicistes, le droit privé, c'est l'égalité entre les acteurs. Donc, lorsque l'on évoque ce point, cela peut paraître contradictoire, alors que la personne publique est là
puissance publique et donc détient des prérogatives. Donc le fait que le droit privé s'applique dans la gestion du domaine privé peut apparaître comme une contradiction, comme un affaiblissement pour la personne publique. Ceci étant dit, là encore, l'intérêt général se manifeste. Si les dispositions, si des actes mettent en cause l'existence ou le périmètre du domaine privé, là, cela menace l'intérêt général au sens de l'intérêt du patrimoine public. Et dans cette hypothèse, ce n'est pas le droit privé qui s'applique, mais c'est le droit public qui protège l'intérêt général. L'intérêt général, donc, est un facteur de valorisation du propriétaire public, un facteur de renforcement du propriétaire public. Mais reconnaissons qu'avant tout, l'intérêt général est un facteur de fragilisation de la propriété publique. Cela se manifeste de deux manières. Il y a le cantonnement des pouvoirs du propriétaire public et il y a en même temps la protection de l'occupant du domaine public. Tout d'abord, le cantonnement du droit du propriétaire public. Alors, une des manifestations les plus fortes de ce cantonnement du propriétaire public, c'est évidemment le principe d'incessibilité des biens publics à vil prix. Disposition qui a été reconnue de valeur constitutionnelle par la décision de 1986. C'est une véritable restriction pour la personne publique propriétaire. Elle n'a pas le droit de vendre ses biens du domaine privé au prix qu'elle souhaite. Et c'est d'autant plus vrai que le juge administratif a mis en œuvre des dérogations extrêmement réduites, extrêmement cantonnées, notamment sur la justification d'une possibilité d'un prix plus bas que le prix du marché. Quelle est la justification ? L'intérêt général et aussi des contreparties qui sont considérées comme justifiées et suffisantes. Et pour s'assurer que la cession du bien ne se fait pas à vil prix, eh bien pour les collectivités territoriales, il est nécessaire pour les cessions que le service immobilier de l'État, pardonnez-moi parce que les appellations changent quasiment tous les 15 jours, donc des fois on a un peu du mal à suivre, mais c'est la réforme de l'État. Le service immobilier de l'État doit émettre un avis. L'administration locale n'a pas l'obligation de suivre cet avis. Elle a l'obligation de demander cet avis. Mais le juge administratif, bien évidemment, a rappelé que dès lors qu'il y a un avis, l'administration, si elle n'est pas obligée de le suivre, elle doit tout de même en respecter, je dirais, le cadre. Dès lors, le juge administratif assure un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation si éventuellement le prix était trop en deçà de l'estimation fixée par les services de l'État. C'est une restriction à nouveau pour les collectivités territoriales. Remarquez, l'État, lui, n'est soumis à aucun contrôle. Et il peut vendre au prix qu'il souhaite, et très souvent, il est extrêmement fort pour vendre à un prix beaucoup plus bas que le marché. Autre manifestation de ce cantonnement du droit de propriété, c'est ce que l'on peut appeler les transferts patrimoniaux imposés. Plusieurs formes de transferts patrimoniaux imposés, disons-le très simplement, une nouvelle fois, cela touche avant tout, essentiellement, exclusivement, les collectivités territoriales qui sont un peu placées sous tutelle patrimoniale, même si l'État le nie. C'est le régime de la mise à disposition en matière de transfert de compétences dans le cadre de la coopération intercommunale. Les collectivités territoriales n'ont pas le choix. C'est le principe de la mise à disposition. Elles ne sont pas libres, par exemple, d'une cession bonne et due forme. C'est le législateur qui l'impose. Même chose avec ce qu'on appelle les mutations domaniales. C'est le même principe, transfert de gestion. Qui le décide ? C'est l'État, quand bien même les collectivités territoriales n'y seraient pas favorables. Et mieux encore, le législateur peut décider du transfert de propriété de manière évidemment unilatérale. Là aussi, le Conseil constitutionnel ne s'y est pas opposé. L'intérêt général est enfin la justification de la protection de l'occupant. Alors ça, c'est un élément nouveau. C'est la jurisprudence du Conseil d'État du 25 janvier 2017, commune de Port-Vendre. Cela remet en cause le principe de précarité. La personne publique peut ne pas avoir la liberté de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation privative du domaine public
Je vous ai dit précédemment que normalement elle en avait le pouvoir. La jurisprudence de janvier 2017, le juge administratif révèle que, attention, le non-renouvellement doit prendre en compte, avant de prendre la décision, l'intérêt de l'occupant privatif et de s'assurer si éventuellement le non-renouvellement irait à l'encontre des intérêts de ce même occupant. Enfin, je terminerai pour illustrer ce que certains appellent le mouvement de commercialisation du domaine public, le mouvement de banalisation du domaine public, les dispositifs qui permettent désormais le transfert aux successeurs d'autorisation d'occupation privative du domaine public, ce qu'on appelle les transmissions de titres d'occupation. Eh bien, ce pouvoir de transmission contraire au principe de précarité se généralise. Le seul élément qui peut nous donner un peu d'espoir, c'est que, pour l'instant, l'administration conserve son pouvoir de l'autoriser, mais très honnêtement, les dispositifs se multiplient. C'est donc un signe d'inquiétude, parce qu'à bien y regarder ces différents dispositifs, il y a de petites subtilités qui restreignent de plus en plus le pouvoir de propriétaire de la personne publique. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe Videlin pour cet exposé extrêmement clair et tout à fait dans les temps. Et donc double merci. Comme vous l'avez compris, l'intérêt général, la protection des biens et des fonds publics, l'absence de favoritisme sont tout à fait nos valeurs ici à l'Université d'Orléans.